Bien, nous poursuivons nos travaux à l'Université d'automne du Pardem. Nous sommes à La Rochelle et nous allons continuer avec la question de la santé publique, avec la question de la sécurité sociale, notamment, qui est mise à mal et progressivement plus qu'affaiblie, mais réellement en danger. On le voit notamment avec les hôpitaux public. Donc d'abord, ce sera Bernard Tepper qui interviendra, qui fait partie, qui est l'animateur du REP, du réseau d'éducation populaire. Et puis ensuite, Jean-Michel Toulouse, ex-directeur d'hôpital public et membre du PARDEM, qui va intervenir plus précisément sur la situation de l'hôpital public et comment on peut s'en sortir, surtout. Et puis moi, s'il me laisse un petit peu de temps, j'interviendrai sur le rôle profondément néfaste de l'Union européenne dans ces démantèlements programmés. Voilà. Alors, je laisse la parole d'abord à Bernard. Alors d'abord, remarque liminaire. Je sors là, j'ai monté une formation sur Sécu, hôpital et mutuelle de travailleurs qui dure 9 sessions de 2 jours, c'est-à-dire 18 jours pleins. Et là, on me demande 20 minutes. Voilà, c'était ma première remarque liminaire. Donc, ce ne sera pas de même nature. Voilà. La deuxième remarque liminaire que je voulais faire, c'est que pour moi, la sécurité sociale, c'est la pierre angulaire d'une république sociale. Je vais l'expliquer pourquoi derrière. Et donc, je vais d'abord commencer par situer la période dans laquelle on est, c'est-à-dire la période politique. Période politique qui demande, bien sûr, un surcroît de militantisme sur la sécurité sociale. Mais il faut d'abord l'écosystème. Voilà. Ensuite, j'interviendrai sur la sécurité sociale, bien sûr, en quelques minutes. Ensuite, je montrerai ce que ça veut dire déglinguer la sécurité sociale en termes de santé assurance maladie. Et je montrerai aussi ce que veut dire déglinguer la Sécu en termes de retraite. Bon, je laisserai de côté les quelques dizaines de prestations de la branche famille, les accidents du travail et les maladies professionnelles, et même la branche autonomie. Parce que là, trop, c'est trop. Hein. Voilà. Donc d'abord, quelle séance politique? Course aux armements comme jamais. Guerre entre impérialismes. Poussée planétaire de l'union des droites et de l'extrême droite. Abandon des couches populaires par la gauche syndicale et politique organisée, notamment en zone rurale et périurbaine. D'où le fort accroissement des 4 façons de s'abstenir, abstention, vote blanc, vote nul, et augmentation des non-inscrits, principalement chez les jeunes de moins de 35 ans et dans la classe populaire ouvrière et employée. Pour les jeunes de moins de 35 ans, chez les ouvriers et les employés, c'est 70% d'abstention au premier tour des législatives de 2022. Retour à la ségrégation de classe entre les écoles privées confessionnelles et l'école publique. Droit à l'accès aux soins de plus en plus bafoué par une augmentation des déserts médicaux. Droit à une instruction publique et à une éducation nationale de qualité de plus en plus déficiente pour les couches populaires. Destruction programmée des services publics et de la sécurité sociale. Continuation, quand je dis sécurité sociale, c'est tout ce qui va derrière. Hein, les hôpitaux sont compris dedans, bien évidemment. Toujours rien de fait sur les inégalités sociales entre hommes et femmes, c'est-à-dire qu'on a travaillé dans ces quelques décennies sur les questions sociétales entre hommes et femmes, mais pas sur les inégalités sociales. Recul des conquis sociaux pour les travailleurs, y compris dans l'entreprise, recul de la souveraineté des travailleurs dans leur travail, recul des 10 principes et conditions de la République sociale,
accroissement des émissions de gaz à effet de serre par la bourgeoisie, pression néo- et ordolibérale accrue de l'Union européenne et elle-même de plus en plus soumise à l'impérialisme états-unien. Cerise sur le gâteau empoisonné, développement des politiques identitaires essentialistes et communautaristes, aussi bien à droite qu'à gauche. Que la droite et l'extrême droite poussent dans ce sens, on était historiquement habitués, mais que la gauche devienne de plus en plus complaisante à ce cancer, c'est plus récent. On voit de moins en moins des paroles de la gauche laïque et sociale dans les médias. On s'aperçoit donc que la gauche identitaire qui passe dans les médias, alors que les médias sont dirigés soit par l'État, soit par 9 milliardaires, donc ça montre bien les accointances. Alors que, comme aux États-Unis, les politiques identitaires essentialistes communautaristes sont favorables aux politiques néolibérales et antisociales parce qu'elles sont produites pour détourner les citoyens et les travailleurs de la lutte des classes, du primat de la question sociale, primat seul qui peut fédérer le peuple, quelle que soit leur origine, leur religion, leur couleur de peau. Ainsi, le féminisme, l'antiracisme qui accompagnait les luttes sociales et politiques est aujourd'hui contesté par les identitaires bourgeois du néo-féminisme et du néo-antiracisme. Ainsi, ces derniers disent soutenir la lutte des femmes iraniennes contre le patriarcat iranien, tout en fermant les yeux et les oreilles sur les pressions patriarcales que subissent les femmes dans les banlieues populaires des métropoles en France. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Donc maintenant, focus sur la sécurité sociale. Aucune des études d'opinion qui sont fournies interroge les citoyens sur l'ensemble des 5 branches de la Sécu. À chaque fois, vous avez 20 items. Quelquefois, on dit santé ou retraite, mais jamais on dit la sécurité sociale, c'est santé retraite, c'est santé assurance maladie, c'est retraite, c'est les prestations précarité, c'est les prestations logement, c'est les prestations qui financent les centres sociaux, c'est les prestations familiales, c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles, et c'est toute la gestion des personnes âgées dépendantes. Alors bien évidemment, lorsque vous ne mettez pas ces items, eh bien vous avez ce que sortent les instituts de sondage, c'est-à-dire c'est le pouvoir d'achat, c'est pas les salaires, c'est le pouvoir d'achat. Très différent le pouvoir d'achat et les salaires. Hein, voilà. Et de ce point de vue-là, nous, ce que l'on veut, c'est des augmentations de salaire. Ce n'est pas des maintiens de pouvoir d'achat avec des baisses de salaire, pour que les choses soient claires. Bien. Tout au plus, l'item santé ou l'item retraite n'est pas ce qui lie les 5 branches. Pourtant, en général, les instituts de sondage proposent une vingtaine d'items qui correspondent au budget de l'État, tout ministère confondu. Mais le budget de l'État, tout ministère confondu, c'est 455 milliards d'euros. 455 milliards d'euros, budget de l'État, tout ministère confondu. Le budget de la sécurité sociale, c'est 570 milliards d'euros. Donc vous voyez la différence. C'est 115 milliards d'euros de plus que le budget de l'État. Et celui-là, on ne le fait pas rentrer dans les instituts de sondage. Vous voyez? Voilà. Et comme il y en a peu qui le disent, je me permets de le dire. Et donc, c'est le premier étonnement. Mais pour moi, ce n'est pas étonnant. Car l'oligarchie capitaliste mène une bataille culturelle de classe et poursuit son œuvre de destruction de la plus grande avancée sociale de l'histoire du monde, je dis bien du monde, c'est la sécurité sociale de 1945-46 en France. Ça ne veut pas dire qu'en termes d'assurance maladie, on n'ait pas fait aussi bien ailleurs.
Par exemple, en termes d'assurance maladie, les années 46, 47, 48 en Grande-Bretagne sont plutôt bonnes. Mais il n'y a pas les 4 conditions révolutionnaires de la sécurité sociale. Ce qui est spécifique en France et qui fait que la sécurité sociale, ce n'est pas une simple avancée prévue par le programme du Conseil national de la résistance, parce que tout le programme du Conseil national de la résistance, c'est un programme pour le maintien du capitalisme, sauf la sécurité sociale. Et en ce sens, avec la sécurité sociale de 1945-46, nous rentrons dans une formation sociale capitaliste, mais avec un élément qui est du déjà là du futur mode de production post-capitaliste. Et c'est la sécurité sociale. Quelles sont les quatre caractéristiques révolutionnaires de la sécurité sociale? Je rappelle tout de suite que sur les 4 conditions révolutionnaires de la sécurité sociale, 3,5 n'existent plus. Première condition révolutionnaire de la sécurité sociale, c'est l'unicité. Il n'y avait qu'une seule caisse de sécurité sociale qui gérait la retraite, l'assurance maladie, les prestations de la branche famille, etc., etc. Ce qui fait que quand il y avait un excédent dans une des branches de la Sécu et un déficit ailleurs, eh ben c'est l'excédent qui... Mais ça, c'est comme Capri. C'est fini. Voilà. L'unicité a été tuée par le général de Gaulle en 1967 par les ordonnances Jeannet, qui a détruit ce qu'avait fait le général de Gaulle les 4 et 19 octobre 1945 en respectant les décisions du Conseil national de la résistance. Très important ça. Parce que de Gaulle, et on peut expliquer pourquoi, là j'ai pas le temps, mais on peut expliquer pourquoi, il a respecté le programme du Conseil national de la résistance, pourtant il était opposé à ce programme. Donc il demande à un haut fonctionnaire gaulliste de faire les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945. Puis, le 21 novembre 1945, il nomme Ambroise Croizat et nommé postérieurement aux ordonnances pour faire les 4 grandes lois de 1946. 22 mai, 22 août, 30 octobre et 13 septembre. Alors, il nomme Ambroise Croizat le 21 novembre 1945 et il démissionne de la présidence du Conseil en janvier 1946. Donc, il respecte le Conseil national de la résistance, incontestable, et il prépare son retour pour casser ce qu'a fait le Conseil national de la résistance. Et c'est ce qu'il fait par les ordonnances Jeannet de 1967. Plus d'unicité. Les branches sont séparées et doivent être séparées. Deuxième chose, c'est on supprime la charité, on remplace par la solidarité, avec une définition extrêmement claire. La solidarité, ce n'est pas un slogan qui n'a pas de sens, c'est à chacun selon ses besoins, chacun y contribue selon ses moyens. Donc n'importe lequel d'entre vous, s'il a besoin de 100 000 euros pour se faire opérer d'un truc complexe, pas de problème. La Sécu, elle paye. Voilà. Mais par contre, pour financer, si par exemple, moi, je gagne 3 fois plus que mon ami Jean-Michel, eh bien, je dois payer au moins 3 fois plus, sinon plus. Voilà. C'est ça que ça veut dire.
Cette condition révolutionnaire n'existe plus pour différentes raisons que l'on pourra noter. Troisième condition révolutionnaire, la sécurité sociale était gérée par les représentants élus des assurés sociaux de façon séparée à l'État. Le principe était simple, les députés s'occupaient du budget de l'État et ceux qui étaient élus par les élections de la Sécu géraient la Sécu. Et vous savez qu'aujourd'hui, je vous rappelle, budget de Sécu, 570 milliards d'euros, budget de l'État, 455. C'est-à-dire, d'une certaine façon, même si ce mot a sa controverse, une autogestion généralisée sur l'ensemble du pays, la plus grande opération autogestionnaire existant dans le monde. C'est simple. Je suis d'ailleurs surpris que ceux qui aiment bien l'autogestion ne défendent pas plus la sécurité sociale de 1945-46. Voilà. Alors ça, bien évidemment, ça n'existe plus. Et ça n'existe plus depuis la décision de De Gaulle et des ordonnances Jeannet de 1967, où on supprime la gestion par les travailleurs, 75% pour les salariés dans toutes les caisses locales, départementales, nationales, et on remplace par un nouveau truc, le paritarisme. Alors, je vous donne la définition du paritarisme. C'est la méthode qui présente 50-50, 50 pour le patron et 50 pour les syndicats, et qui permet au patron de s'associer avec un petit syndicat complaisant pour aller à l'encontre de ce que pense la majorité des travailleurs. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en 1967. Du jour au lendemain, ben, vous aviez les caisses en général dirigées par la CGT, qui sont dirigées par FO grâce au vote patronal. Voilà. Bon. Hein. Alors bien sûr, après FO, c'est tout petit peu durci, donc FO a été remplacé par la CFDT, mais ça, c'est la suite. Bien. Et la quatrième, alors ça n'existe plus. Et la quatrième condition, c'était le financement par le salaire socialisé. Parce que bien évidemment, le salaire socialisé par la cotisation sociale. Pourquoi? Parce que la cotisation, c'est du salaire. C'est du salaire. Le salaire, il est divisé en deux. Vous avez un salaire direct que vous touchez en bas de votre fiche de paye, et vous avez un salaire socialisé qui est envoyé à la Sécu. Et ce n'est pas un salaire différé comme le raconte Force ouvrière, parce que cet argent, par exemple, pour ceux qui payent des cotisations sociales, je les remercie parce que ça me permet de payer ma retraite. Hein. Ils payent des cotisations sociales. Dès qu'ils ont payé les cotisations sociales, dans quelques jours après, je les touche, moi. Moi et toute ma cohorte, hein, bien évidemment. Et donc là, cette condition, elle est détruite à 50%. C'est pour ça que j'ai dit trois conditions et demie, puisqu'aujourd'hui, le financement de la Sécu, il est inférieur à 50%. Le financement par cotisation. Le but du patronat est clair. Il faut supprimer l'entièreté du financement par la cotisation sociale. Et bien évidemment, même une partie de la gauche, malheureusement, enfin la gauche néolibérale, eh bien, elle estime que le financement par l'impôt et le financement par la cotisation, c'est la même chose. Donc là, je ne rentre pas dans la. Je peux l'expliquer, mais ça n'a rien à voir. Il y a trois types de financement. C'est soit le financement privé, soit c'est le financement par l'impôt, soit c'est le financement par le salaire socialisé et la cotisation sociale. C'est trois financements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Bon, et je pourrais vous montrer que la suppression d'une cotisation a un effet en 15 secondes. Vous supprimez une cotisation,
immédiatement, le profit augmente d'autant dans l'entreprise. Voilà. Après quelques décennies qui ont été les grandes avancées sociales, nous voici dans une période de diminution des conquis sociaux. Ce n'est pas des acquis sociaux. Comme disait Ambroise Croizat, c'est des conquis sociaux. Depuis 1967, plusieurs dizaines de contre-réformes ont lieu. Je ne vais pas toutes les lister parce que je n'ai pas le temps. Toutes vont dans le même sens. Celle d'en finir avec les secteurs majoritairement socialisés. Sur le plan général, c'est une attaque contre l'école et la sécurité sociale. Tout le reste a été privatisé, donc on n'en parle plus. Enfin, je parle des grandes entreprises. Il ne reste plus que l'école et la sécurité sociale. Donc maintenant, c'est haro sur ces deux phénomènes. Et ça change vite, hein, comme je l'ai dit précédemment. Hein. L'école privée catholique redevient l'école de la bourgeoisie riche. Voilà. Malheureusement, nos hommes et nos femmes politiques ne priorisent pas actuellement la bataille de la Sécu, ni les syndicats revendicatifs d'ailleurs, y compris le mien. Nous, si. Mais la question, c'est qui est le nous? Alors le nous, ça peut être le réseau éducation populaire, ça peut être Alternative Mutualiste, ça peut être le groupe Sécu de la Convergence nationale service public, ça peut être le Pardem, ça peut être aussi quelques autres associations tout aussi peu influentes que celles que je viens de nommer. Oui, parce qu'il faut être réaliste. Hein? Est-ce que vous voyez là la poutre qui est dans l'œil des militants? Alors que la Sécu est une priorité si, et seulement si, on pourrait le voir, si les sondeurs mettaient la Sécu comme item. Mais on ne met pas la Sécu. Voilà. On met la santé, mais on ne met pas les retraites. Un coup, on met les retraites, mais on ne met pas la santé. Et puis, il n'y a pas que la santé et les retraites, il y a plein d'autres choses. Il y a les 5 branches que j'ai dites tout à l'heure. Donc, je dis, il n'y aura pas de révolution en France, pas de bifurcation sans prioriser ce qui est important pour les citoyens et les travailleurs. Il ne peut pas y avoir une victoire dans un match de rugby, nul n'est parfait, je suis un ancien rugbyman, pour une équipe qui ne s'oppose pas à une attaque de l'adversaire et regarde ailleurs. Si l'adversaire attaque de ce côté-là et je défends de l'autre côté, eh ben, ils vont marquer l'essai. Voilà. C'est ce que font ceux qui devraient normalement s'y opposer. Et de ce point de vue-là, je pense que les militants auraient plutôt intérêt de lire 3 ouvrages, L'art de la guerre de Sun Tzu, Machiavel et Clausewitz, plutôt que de regarder à la télévision Sandrine Rousseau et la tendance identitaire et essentialiste de la NUPES pour fendre les barbecues, le patriarcat du steak, les droits de la défense et la défense du contradictoire. La destruction de la sécurité sociale et parallèlement des mutuelles de travailleurs, parce qu'il y a eu des mutuelles de travailleurs et même les mutuelles de travailleurs préexistaient avant la Sécu. La destruction, elle a été programmée, je crois, en 2004 par la création de l'UNOCAM, Union nationale des organismes complémentaires à l'assurance maladie. Là, on a mis dans cette UNOCAM 3 entités. Premièrement, la branche assurantielle du MEDEF, AXA et compagnie, les instituts de prévoyance soi-disant paritaires, style Malakoff-Médéric, et la Fédération nationale de la mutualité française. Je rappelle que la mutualité française a combattu la Sécu depuis le début.
même lorsque s'est créée la sécurité sociale, le patronat et l'Église catholique rasaient les murs puisqu'ils avaient été pris dans beaucoup trop de collaboration. Et c'est la mutualité française qui est la première à avoir contesté l'opération sécurité sociale. Je le dis parce que je suis persuadé que chacun d'entre vous, vous êtes plutôt affilié à une mutuelle de la mutualité française. Car le néolibéralisme, et donc c'est vrai que cette destruction, elle est mortifère, car le néolibéralisme prépare aujourd'hui les prochaines estocades contre la sécurité sociale. Pour l'assurance maladie, voilà ce qui se prépare. Alors déjà, ils ont fait passer l'ANI, permettant aux complémentaires santé, quel que soit l'opérateur, assureur privé, mutualité française, tout, ils ont vendu une complémentaire obligatoire aux entreprises. En ce qui concerne la fonction publique, le gouvernement vient de lancer la même procédure, mais pour la fonction publique. Ça s'appelle la PSC, protection sociale complémentaire, c'est-à-dire que c'est une complémentaire santé obligatoire, bien sûr avec un panier de santé, un panier de soins très, très bas, hein, mais ça c'est normal. C'est normal, pourquoi je dis c'est normal? C'est parce qu'il prépare l'assurantiel privé en troisième niveau, cette fois-ci, par la branche assurantielle du MEDEF. C'est ça qui est prévu. Hein, voilà. Pour, bien sûr, ceux qui peuvent se la payer. Voilà. Donc, vous avez compris que ce n'est pas pour les CSP-, ça. Voilà. Tout est prêt pour la suite. La suite, c'est quoi? Eh bien, c'est la privatisation de la sécurité sociale par la régionalisation et par son éclatement. L'éclatement, il est déjà prévu. Parce que la cinquième branche autonomie, qui est rentrée le 7 août 2020, tout à fait récent, est rentrée par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la CNSA, dont le financement est contradictoire avec le reste du financement de la sécurité sociale. Il est contradictoire avec ce qui existait avant dans la sécurité sociale, mais il préfigure de ce que veulent faire les néolibéraux et les ordolibéraux avec la sécurité sociale. Voilà. Donc, ce qui se prépare, c'est l'éclatement, la régionalisation, et bien sûr au profit des assurances du MEDEF, qui prennent en général les secteurs les plus juteux et qui mettent en difficulté, y compris les mutuelles, puisque les mutuelles ont des assurés beaucoup plus vieux. Voilà. Et vous savez que quand vous êtes vieux, bah comme moi par exemple, eh bien, vous faites appel à plus de prestations santé, assurance maladie, que si vous êtes jeune, beau, sensuel, 25 ans. Surtout en bonne santé. Voilà. Et pourquoi ils peuvent faire ça maintenant, les néolibéraux et les ordolibéraux? Je dis les deux, hein, parce que nous, en France, comme on est toujours plus riches que les autres, on n'a pas simplement les néolibéraux, comme en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais on a les néolibéraux et les ordolibéraux, hein, qui défendent l'ordolibéralisme allemand. Bon, donc c'est... Voilà. Pourquoi ils peuvent le faire? C'est parce que la Sécu qui était à nous, aux travailleurs, elle est maintenant totalement étatisée par en fait trois lois. La loi de 67, enfin les ordonnances de 1967 dont je vous ai parlé. Pour l'assurance maladie, la réforme Juppé de 1995. Et puis pour, je dirais, le secteur de la santé, dont parlera peut-être mon ami Toulouse,
Eh bien, c'est la célèbre loi Sarkozy-Bachelot de 2009 qui transforme l'hôpital en hôpital entreprise, et vous avez vu le résultat. Cette évolution a des conséquences très importantes. Et je vais vous en donner quelques-unes, et je suis persuadé que vous n'avez pas, peut-être pour tout le monde, vu à quelle vitesse ça se dégrade. Alors, je vais commencer par la santé, le secteur de la santé. Eh bien, nous avons eu une augmentation très forte de la mortalité infantile. C'est un indice extrêmement important. Emmanuel Todd, quand il a vu augmenter la mortalité infantile dans l'URSS, il a dit « ça va exploser ». Alors aujourd'hui, en 2019, 3,63 décès pour 1000 naissances. Il faut savoir que la France a décroché. Je vais vous lire la liste des pays qui ont un meilleur résultat que la France en mortalité infantile. Et ils n'ont pas eu la crise de bronchiolite qu'il y a en ce moment. Alors je peux vous dire, les chiffres 2022, ça va être la bamboula. Alors, ceux qui font mieux que nous, écoutez-moi bien. L'Allemagne fait mieux que nous. L'Autriche, Chypre, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie. L'Estonie a 1,6 décès pour 1000 naissances. Nous, on a 3,63. Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Suède, Tchéquie, Biélorussie, Islande, 1,4. Liechtenstein, Monténégro, Norvège, Suisse, Australie, Corée du Sud, Israël, Japon, Nouvelle-Zélande. Elle n'est pas belle l'histoire? Je vous rappelle que nous étions à un moment donné le meilleur système de santé du monde. Alors, j'attends les chiffres de 2022, parce que là, ce qui est en train de se passer avec la bronchiolite, c'est terrifiant. Hein, on a vu un certain nombre de décès. Hein. Alors, mortalité infantile, ça veut dire décès avant l'âge de 1 an. Voilà. Important recul du taux de fécondité. Mais il est très fort. 2,02 bébés par femme en 2010, 1,79 en 2021. C'est énorme. Hein, c'est énorme. La France, championne d'Europe des décès liés à l'activité professionnelle. Voilà le système de santé. Championne d'Europe. On n'est peut-être pas champion d'Europe dans tout. Là, on est champion d'Europe. Les taux d'incidence, écoutez bien, les taux d'incidence les plus élevés en 2019 concernant les décès liés à l'activité professionnelle. 3,53 décès, accidents mortels donc, pour 100 000 personnes, contre moins de 1, 3,53 pour nous, moins de 1 en Grèce, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas. Et puis, bien sûr, je vous renvoie au tri des malades dans les EHPAD, où les hôpitaux ne pouvant pas recevoir, des médecins m'ont avoué qu'on leur avait donné l'ordre de lancer la sédation dans les EHPAD. Et donc, on a tué les gens parce qu'on ne pouvait pas les soigner, parce que l'hôpital ne pouvait pas les prendre. Concernant les personnes handicapées, qui de la France et de Chypre est le dernier de la classe en Europe? On ne peut pas le savoir parce que c'est les 2 seuls pays qui n'ont pas donné leurs chiffres. Donc, je me réserve la réponse à cette question. Ils auraient dû les donner en décembre 2021. Sur les retraites, qui j'espère verra un fort mouvement social. 4 points. La réduction des dépenses de retraite. Parce que bien évidemment, si vous voulez, comme je vais à toutes les séances, je suis invité à toutes les séances du Conseil d'orientation des retraites. Et
Le Conseil d'orientation des retraites dit pas de problème, mon grand. Il n'y a pas de risque systémique sur le système de retraite aujourd'hui. Donc la question, c'est pourquoi une nouvelle réforme qui est lancée, là, d'après ce que nous a dit notre président bien-aimé. Donc voilà, la réponse est celle-là. La réduction des dépenses de retraite doit compenser la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à partir de 2024. C'est-à-dire que Macron, il fait un cadeau aux entreprises et ensuite, il fait le truc des retraites. Ça, il fait 8 milliards de cadeaux d'un côté et puis il dit de l'autre côté, bah, je vais faire 8 milliards d'économies. Le gouvernement l'assume dans ses documents budgétaires, vu que lorsqu'on lit, parce que vous savez que chaque année, l'ordolibéralisme oblige chaque pays de donner le programme de stabilité à Bruxelles. Donc la France donne son programme de stabilité et le programme, c'est le programme 2021-2027. Hein? Bon, eh bien, c'est marqué dans le programme de stabilité qui est envoyé à Bruxelles. Alors, ce n'est pas dit sur TF1, France 2, LCI, tout ça, mais bon. Et d'ailleurs, monsieur le maire, Bruno de son prénom, n'en fait pas non plus mystère lorsqu'il enjoint au patronat de soutenir sa réforme. Voilà ce qu'il dit. Il demande au patronat de soutenir la réforme, j'ouvre les guillemets, avec enthousiasme, avec détermination. C'est 8 à 9 milliards d'euros d'économies au bout du quinquennat. Voilà. Alors, il a dit ça, France Inter, 27 septembre 2022. Vous voyez, c'est récent. Deuxième item. Vous savez que la réforme de l'assurance chômage, qui n'est pas dans la sécurité sociale, malheureusement, vise en fait à diminuer les protections des travailleurs et soi-disant favoriser l'acceptation d'emplois à des conditions de travail dégradées. La réforme des retraites n'est pas étrangère à cette logique. C'est la même logique. Selon les modèles macroéconomiques qui ont été faits par la direction du Trésor, en général pas trop peuplés par des gauchistes surarmés, hein, et par l'Observatoire français des conjonctures économiques, eh bien, voilà ce que dit le travail de ces organismes, un décalage de la retraite. C'est-à-dire si la réforme va à son terme, les fameuses 65 ans, se traduirait par une augmentation de la population active d'environ 100 000 personnes supplémentaires tous les ans, durant 9 ans, ce qui conduirait à une hausse temporaire du chômage, parce qu'il y a au moins 35% des gens qui sont déjà au chômage à 62 ans. Voilà. Et donc, c'est une pression supplémentaire sur les salaires. C'est évident. Hein. Bon, Marx l'a expliqué. Le chômage, c'est l'armée industrielle de réserve pour faire pression pour l'abaissement des salaires. Troisième élément, les classes sociales ne sont pas égales devant la mort. Les 40% d'hommes des catégories socio-professionnelles les plus modestes, de la tranche 48-55 ans, ceux qui commencent à penser un peu à la retraite, ont un risque de l'ordre de 30% supérieur à tous les autres d'avoir une retraite de moins de 10 ans et un risque d'environ de 15% supérieur à tous les autres de ne pas avoir de retraite du tout, c'est-à-dire de mourir avant les 65 ans. Pour ces personnes-là, le décalage de la retraite d'1 an, 2 ans ou 3 ans constitue un recul énorme, c'est-à-dire que ça renvoie à une position de la CGT du début du siècle dernier, où la CGT, devant l'espérance de vie, était contre le système de retraite, parce qu'il disait les ouvriers, ils vont cotiser pour les cadres.
parce que les ouvriers, ils seront morts quand il y aura, la retraite. Vous voyez? Eh bien, on revient à cette période-là. Voilà. Alors, déjà, avec les seules réformes passées, c'est-à-dire sans la réforme qui vient, le niveau de vie relatif des retraités par rapport à la population entière baissera d'un quart dans le scénario de productivité le plus élevé. Il y a plusieurs, dans les hypothèses, on a plusieurs niveaux de productivité, hein, et de 13% dans le scénario de productivité le plus faible. C'est-à-dire que le taux de remplacement, donc c'est-à-dire la pension sur le salaire, le dernier salaire perçu, va fortement baisser. Alors, je vous donne les chiffres. Hein. Aujourd'hui, la moyenne, il est à 50,3% de taux de remplacement en 2021. C'est la moyenne. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il y en a qui sont au-dessus, d'autres qui sont en dessous. Surtout les femmes qui sont en dessous, d'ailleurs. Hein. Il tombera à 39,4% en 2070 dans le scénario de productivité le plus faible et à 32,6% dans le scénario le plus fort. Donc, si vous faites la moyenne, on va passer d'un taux de remplacement de plus de 50% aujourd'hui à environ 35% en 2070. C'est ça. Et vous savez ce que ça veut dire ça? Vous savez ce que ça veut dire une baisse de salaire et une baisse de la retraite? Ben, ça veut dire que la lutte des classes existe et que c'est les patrons qui sont en train de la gagner. C'est ça que ça veut dire. Parce que la lutte des classes, c'est pas je te donne un coup de poing, ou je te donne une gifle, ou je sais pas quoi. La lutte des classes, c'est suivant que le salaire baisse ou que le salaire grandit, eh bien la lutte des classes est favorable au monde du travail ou elle est favorable au patronat. Voilà. Conclusion provisoire. La sécurité sociale reste l'avancée sociale la plus aboutie de la période 45-67. Et ça, au niveau de l'histoire de France, et pendant une période de 22 ans. Et là, je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous montrer que c'est les plus grandes avancées, tous les indices de santé, c'est-à-dire l'espérance de vie qui a grimpé, comme c'est pas permis, c'est entre 46 et 1967. Et la baisse de la mortalité infantile, la baisse de la mortalité féminine, maternelle plutôt, etc., etc. Tous ces indices-là ont tous été dans le bon sens pendant cette période-là. Tout ça pour dire que l'idée que les travailleurs ne sont pas capables de gérer est une absurdité et est encore plus absurde quand c'est des ouvriers qui le disent parce que c'est des ouvriers qui géraient la Sécu. Voilà. Donc, et si vous avez vu le film La Sociale, et si vous avez vu la fin, lorsque on interroge les jeunes femmes, hein, on n'a que des jeunes femmes à la fin du film parce que les jeunes hommes, ils n'étaient pas aussi positifs que les jeunes femmes, donc on n'a gardé que les jeunes femmes. Hein. Mais ces jeunes femmes, elles disent bien, si on nous donne, il y a la volonté politique, nous qui sommes les futurs cadres de la Sécu, on est capable d'améliorer le système. Voilà. Et bien évidemment, il reste un des piliers indispensables de la reconquête populaire, car elle symbolise à elle seule la protection de l'humanité de la naissance à la mort, qui était le but d'Ambroise Croizat. Mais bien évidemment, tout dépend quelle définition on donne de la santé. Aujourd'hui, on dit la santé, c'est l'absence de maladie. Et moi, je préfère la définition de la santé de 1946 de l'OMS, qui disait la santé est un état de bien-être physique, psychique et social, et pas simplement l'absence de maladie. Je vous remercie de votre attention. C'est bon? Parfait. Donc, le deuxième rugbyman, puisque j'en ai fait aussi, va intervenir.
Sauf que moi, j'en ai gardé les stigmates physiques et pas toi. Bon, euh, il a fixé le cadre, notre ami Bernard, tes pères, et je vais essayer de vous démontrer, mais enfin, vous lisez, vous êtes bien informé, donc je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Comment ça se traduit par la destruction pure et simple de l'hôpital public, tout ça. Donc, on a eu un excellent exposé de Benoît ce matin, Benoît Martin sur France Télécom. C'était pas mieux. Euh, Aurélien nous a parlé d'EDF, c'était pas mieux non plus. Il vient de nous dire que Bernard, la sécurité sociale, voilà, est en mort programmée. Et moi, je vais vous dire que, pour achever la soirée, que l'hôpital n'est pas en meilleure position. L'hôpital public. Et tout ça au moment où le personnel hospitalier se bat. Depuis 2 ans, ça n'arrête pas, entre la grève des urgences, notamment, et beaucoup d'autres. Et donc, voilà, moi, je vais vous prendre deux parties et demie ou 3 parties, si vous voulez. Quelle est la situation de l'hôpital public aujourd'hui? Mais comme au Pardam, on essaye non seulement de présenter le bilan, la situation, mais aussi de faire des propositions. J'insisterai aussi sur les propositions que nous faisons pour l'hôpital public. Et comme ensuite, on ne manquera pas de nous dire, ouais, mais comment vous financez? Donc, je dirai 2 mots aussi sur comment on finance. Bien que Bernard en ait déjà un petit peu parlé. Alors, la situation de l'hôpital public. Bon, ça a été dit tout à l'heure, c'est un ancien directeur qui vous parle. Euh, la situation de l'hôpital public est totalement catastrophique. Alors, je vais vous faire une longue énumération. Je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le bilan, c'est quoi? C'est 80 000 lits supprimés depuis 2003. C'est un numerus clausus qui persiste, contrairement à ce que nous dit Macron, pour les professions médicales. Puisque vous savez que si le numerus clausus a été supprimé fictivement, il reste en application au niveau des facultés de médecine, qui ont les budgets, eux, qui n'ont pas changé. Et donc, comme ce sont les facultés de médecine qui organisent les études médicales, sans crédit supplémentaire, il n'y aura pas de médecins supplémentaires. Et de toute façon, vous le savez, ça va demander 10 à 12 ans. Et il faut savoir que près de la moitié des médecins vont partir à la retraite dans les 7 ou 8 ans qui viennent. Donc voilà la situation au niveau des professionnels médicaux. Ça ne va pas mieux dans les écoles d'infirmières. Écoles d'infirmières, écoles d'aides-soignantes, écoles d'infirmières anesthésistes, d'infirmières de bloc opératoire, etc. Dont je dirais, les effectifs n'augmentent pas suffisamment, et vous connaissez leurs conditions de travail, à toutes ces catégories socio-professionnelles, médicales. L'indice de la fonction publique a été bloqué pendant 10 ans. Ce qui fait que le fameux plan Ségur, dont on nous rabat les oreilles, n'a été qu'un plan de rattrapage, 183 € par mois, par exemple, pour les infirmières. Sauf que ça couvre à peine, et même pas du tout d'ailleurs, désormais avec l'inflation, le blocage donc de l'indice depuis plus de 10 ans. La destruction des industries de santé. Alors ça a été dit ce matin, j'y reviens pas. Il a été très clair, Aurélien, ce matin. Il faut savoir que dans tous les hôpitaux français, tous les plateaux techniques, y compris ceux des CHU, vous n'avez pas un auto-analyseur multiparamétrique de marque française. Vous n'avez pas un appareil de radiologie de marque française. Vous n'avez pas une instrumentation de bloc opératoire sophistiqué de marque française. Tout est importé, tout a été détruit. Et je me rappelle, moi, quand j'étais directeur dans les années 82-83, on allait visiter les installations du BUC de la Compagnie Générale de Radiologie.
française, laquelle a été, comme vous le savez, avalée par General Electric. Donc, plus d'industrie du soin. Un secteur privé qui concurrence cruellement le secteur public, sans en avoir les charges. Je rappelle quand même que les cliniques privées, qui ont d'ailleurs une tarification spéciale, supérieure à celle du public, n'assurent ni les urgences, je parle des grosses urgences, pas de la bobologie, ni la formation des médecins, ni les soins critiques et les soins soit des jeunes enfants ou des bébés, soit des personnes âgées. Tout cela va à l'hôpital. Et malgré ça, les tarifs sur la tarification d'activité, j'y reviendrai, est défavorable à l'hôpital public. Tous les ans, c'est comme ça d'ailleurs qui contrôle l'activité, vous avez des tarifs de pathologie qui diminuent et d'autres qui s'accroissent. Tout ça pour encourager ou décourager les installations de services dans les hôpitaux. L'effondrement des investissements dans les hôpitaux publics, là aussi, Aurélien en a dit 2 mots ce matin, d'où la nécessité absolue de contrôler effectivement plus tard l'investissement public dans ce pays. Vous savez que cet investissement public a été remplacé par ce qu'on appelle les PPP, partenariats public-privé. Alors aujourd'hui, vous êtes directeur d'hôpital, vous voulez construire un hôpital. Eh bien, le ministère fait pression pour vous obliger à pratiquer ça avec le partenariat public-privé. C'est-à-dire que c'est une grosse entreprise, les 3 du BTP, en général, Vinci, Eiffage et Bouygues, il n'y en a pas d'autres, qui sont des multinationales, sont à la fois ceux qui constituent le programme. C'est plus les hôpitaux qui font les programmes. Ils sont consultés, qui financent les travaux, qui réalisent les travaux et qui assurent la maintenance du nouvel hôpital. La contrepartie, c'est un contrat, je dirais, que signe l'hôpital, en général, contrat léonin. C'est les fameux contrats amphithéotiques. Donc pendant 30 ans, voire même plus, parfois, selon les contrats, l'hôpital paye une redevance qui est censée, qui rémunère, et même au-delà, toute la construction, tout l'équipement du dit hôpital, tout son amortissement et tout son entretien. Pour donner un seul chiffre, puisque celui-là je le connais, vu que mon dernier poste a été celui d'Evry-Corbeil, et nous sommes sortis du PPP. C'était la condition à laquelle que j'exigeais, moi, pour aller là-bas, c'était de sortir du PPP. Mais le contrat était tellement scandaleux que même le ministère n'a pas osé aller à l'encontre. Nous devions payer, de mémoire, près de 40 millions d'euros par an à Eiffage. Et tout ça dans un hôpital qui n'avait pas ouvert tous ses lits. Donc, et qui était en déficit de 35 millions d'euros. Déficit d'exploitation. Donc, la deuxième exigence que j'ai eue, c'était d'ouvrir tous les lits pour faire de l'activité. Grâce à la T2A, j'y reviendrai. Je ferme la parenthèse. Donc, ce contrat était tellement scandaleux qu'à ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autres signés pour l'ensemble d'un hôpital, en tout cas. Mais, à mon avis, ça ne va pas tarder à revenir. La fermeture des plateaux techniques, la fermeture des blocs opératoires, la fermeture des maternités. Bon, je ne reviens pas. Tous les jours, on apprend que tel hôpital ferme des services, que tel petit hôpital local ferme son bloc opératoire, ou sa maternité. Voilà, si vous lisez la coordination des hôpitaux publics, vous voyez ça, tous les jours, vous avez des nouvelles de ce genre.
La désertification généralisée. Bon, là-dessus, sachez que même à Paris, les médecins qui y sont ne prennent plus de nouveaux malades. En province, il y a longtemps que c'est le cas. Vous voulez un rendez-vous chez les spécialistes, c'est 3, 4, 5, 6 mois, parfois plus. Bon. Certains établissements fonctionnent à ce qu'ils appellent un mode dégradé au niveau des urgences. C'est-à-dire, vous avez des services d'urgence, 130, c'est pas rien, hein, 130 services d'urgence qui ont soit fermé la nuit, soit fermé pendant les congés d'été, en se coordonnant avec d'autres. Donc, il y avait un transfert des hôpitaux fermés vers les autres. Soit on a demandé au SAMU, au 15, on a demandé aux patients de téléphoner au SAMU avant pour voir s'il y avait lieu d'être hospitalisé ou pas. Ce qui fait que les SAMU, déjà passablement en crise, passaient leur temps à répondre au téléphone au lieu de répondre à l'urgence. Voilà où on en est. Sans compter l'incapacité, Bernard en a parlé, donc je passe, d'accueillir les bébés en ce moment, pour les affaires de bronchiolite, alors que on a quand même trouvé le moyen, sous prétexte qu'ils n'étaient pas vaccinés, de suspendre plusieurs centaines, je n'ai pas les chiffres, hein, mais c'est peut-être plusieurs milliers de professionnels, sous prétexte qu'ils n'étaient pas vaccinés. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs cet été, quand il y avait le feu dans les Landes et ailleurs, de faire venir des pompiers non vaccinés de l'étranger. Bon, bref. Donc non seulement on est en sous-effectif médical, infirmier, aide-soignant, etc., mais en plus on s'amuse à suspendre des gens sous prétexte qu'ils ne sont pas vaccinés. Bon, vous avez compris que tout cela se traduit par une situation complètement intenable au niveau des hôpitaux publics français. Alors, naturellement, toute cette politique a été voulue depuis un certain nombre d'années. J'y reviens pas, hein. Toutes les réformes Juppé, hein, de la fin des années 90, qui a d'ailleurs déterminé tout le programme qui a suivi, hein. Et puis, bien sûr, Bachelot, Touraine et compagnie, qui ont continué dans ce sens. Alors, tout ce que je viens de vous dire là explique très clairement le fait que, et je ne suis pas du tout catastrophiste, hein, quand je vous dis ça, nous ne sommes pas à l'abri d'un certain nombre de morts par défaut de soins dans notre système de santé, et y compris à l'hôpital public. Alors, et ça a déjà commencé. Bien, voilà la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça qui me paraît important pour notre parti et pour la bataille, hein, qui s'est déjà ouverte et qui, si elle ne s'ouvre pas encore plus, va se traduire par la destruction pure et simple des deux derniers services publics qui existent, les autres ayant déjà été largement atteints, que sont la sécurité sociale et l'hôpital public. D'abord, supprimer la tarification d'activité et revenir au budget négocié avec les anciennes DAS, direction départementale de l'action sanitaire et sociale. Vous savez que c'est Giscard qui a transformé les DAS, direction départementale de l'action sanitaire et sociale, en DAS, direction départementale des affaires, vous voyez, sanitaire et sociale. La terminologie n'est pas innocente. De même qu'après, on a transformé les conseils d'administration des hôpitaux, je vais revenir, en conseils de surveillance. Vous voyez qui en imite dans cette affaire-là et quelle idéologie en sous-tend. Donc, rétablir ces budgets négociés entre les hôpitaux et les directions départementales, ce qui veut dire suppression des agences régionales de santé, qui ont récupéré tous les pouvoirs, y compris ceux des anciens conseils d'administration transformés en conseils de surveillance. Je vais y revenir.
abolition des lois et ordonnances que tu as signalées, j'y reviens pas, de 67, mais aussi El Khomri, bien sûr. Ce qui signifie, et je reviendrai peut-être si j'ai le temps, le rétablissement des CHSCT et des comités techniques d'établissement qui ont été supprimés par les ordonnances Macron en 2017, si j'ai bonne mémoire. 2017. Ce que nous proposons également, donc, c'est la démocratisation des conseils d'administration, des conseils de surveillance transformés en conseils d'administration, et avec 4 grandes forces qui doivent y être représentées. Et là, on revient au conseil d'administration des hôpitaux publics que tu as connu, que j'ai connu, et qui sont issus des grandes réformes d'après la guerre. Ces 4 grandes forces, c'est qui? Premièrement, le personnel, médical et non médical, qui, à notre avis, doit avoir la majorité au conseil de surveillance. Et quand on parle de démocratie, au Pardem, on essaye d'être logique avec nous-mêmes, et on dit, oui, le personnel hospitalier, médical et non médical, est capable de gérer ces structures. D'ailleurs, il l'a démontré. Rappelez-vous, pendant la crise du Covid, les hôpitaux n'ont jamais mieux fonctionné que lorsque la bureaucratie locale et celle de l'ARS se sont mis en veilleuse, tellement ils avaient peur que le personnel se révolte. Et donc, on a vu les infirmières, les médecins, les aides-soignants, des agents des services hospitaliers, les laborantins, les médecins de bloc opératoire. Ben, vous avez 145 métiers dans un hôpital. Hein. Tout ce petit monde s'est auto-organisé et ils sont dans les conditions qu'on connaît. Ils se sont donnés à fond pour travailler effectivement au mieux dans l'intérêt des populations. Donc, le personnel. Deuxièmement, la sécurité sociale, qui a été virée des conseils de surveillance et qui est quand même le premier financeur de l'hôpital public, pour l'instant. Je vais y revenir, vous allez voir, ça ne sera pas toujours le cas si on ne fait rien. Naturellement, les élus, puisque les élus jusqu'à nouvel ordre, même si nous, on propose qu'ils aient un nouveau statut, mais ces élus sont quand même les seuls, jusqu'à nouvel ordre, titulaires d'une certaine légitimité démocratique. Donc, il faut qu'ils soient représentés au conseil d'administration. Et puis les usagers. Mais les usagers, différemment d'aujourd'hui. Ils ont un strapontin, les pauvres. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils sont ultra minoritaires dans un conseil de surveillance. Donc, on veut qu'ils soient effectivement bien représentés dans ce conseil d'administration. Et puis, nous proposons la fusion des CTE, Comité technique d'établissement, et des CME, Commission médicale d'établissement, dans un grand conseil d'établissement, comme dans les entreprises privées, conseil de comité d'établissement, parce que nous considérons que les médecins, certes importants, on ne va pas dire que l'hôpital public, quel qu'il soit, peut fonctionner sans médecin, mais y a-t-il des raisons encore pour qu'ils aient un statut particulier? C'est donc pour encourager une sorte de corporatisme. D'accord? Donc, nous proposons qu'il y ait une fusion des CTE, des anciens CTE et des actuels CME dans un seul conseil d'établissement, mais qui aurait un pouvoir suspensif sur toute décision des directeurs mettant en cause le fonctionnement de l'hôpital, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque vous savez que la CME comme le CTE, maintenant le CSE, Conseil social et économique, réforme Macron, n'ont que des avis consultatifs. Le directeur décide, le conseil de surveillance enregistre, je vais y revenir, puisque c'est l'ARS qui décide, naturellement, mais ils n'ont aucun pouvoir, si vous voulez, pour influencer naturellement les décisions.
Donc, institution de la majorité absolue au conseil d'administration nouvellement constitué pour le personnel hospitalier, médical et non médical. Si on veut un fonctionnement démocratique de l'hôpital, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, la refondation de l'école des hautes études en santé publique, ancienne et NSP, École nationale de la santé publique. Vous avez entendu parler d'un, comment il s'appelle, comment il s'appelle, celui qui prouve que le New Public Management est issu de l'idéologie nazie. Chaputto. C'est Johan Chaputto. Johan Chaputto. Voilà, c'est ma bande. Voilà. Et donc, et ça, c'était déjà dans les réformes Juppé, les ordonnances Juppé de la fin des années 95, 1995. Ben, ces réformes ont mis en place, Bernard en a parlé, l'hôpital entreprise et la nomination des directeurs des hôpitaux par les directeurs d'ARS et non plus par le ministère. Donc, nous nous disons que c'est au ministère de la Santé, le futur grand ministère de la Santé que nous voulons, qui aura pour responsabilité de former les directeurs d'hôpitaux dans une école revue et corrigée, et non plus une école transformée en école de commerce de la santé, en quelque sorte. Hein. Voilà. Hein. Pour revenir à une grande école formant les directeurs d'hôpital, mais sur des orientations de services publics hospitaliers. Et puis, naturellement, le rétablissement de tout ce qui a été détruit, c'est-à-dire les lits. Vous savez que la grande mode aujourd'hui, c'est de vous dire « Ah oui, mais on a supprimé 80 000 lits, mais on a mis en place le virage ambulatoire, le fameux virage ambulatoire, qui est censé naturellement remplacer les lits, ce qui est naturellement absolument inexact, parce que dans toute pathologie, vous avez une phase aiguë, 2, 3, 4, 5 jours en fonction des pathologies. Puis le reste, effectivement, si c'est plus utile, vous ne le gardez pas à l'hôpital, vous laissez sortir le patient, à condition qu'il y ait un suivi, ce qui n'est pas le cas, puisque tout a été détruit. Bon, donc nous réclamons la réinstitution de tous ces lits, y compris en psychiatrie. Vous savez que la psychiatrie est en crise depuis 30 ans. C'est pas d'hier que ça date. Et vous savez non plus, vous savez aussi qu'il n'y a plus assez de pédopsychiatres, ni d'ailleurs de pédiatres, hein, dans ce pays, et depuis longtemps. Donc, non seulement il faut supprimer le numerus clausus, réellement, mais donner les moyens aux facs de médecine pour qu'elles puissent former plus de médecins et plus de spécialistes. Suppression naturellement des PPP, réinvestissement des directions d'hôpital pour les constructions d'hôpital neufs, c'est-à-dire que ce sont les directeurs d'hôpitaux, contrôlés par les conseils d'administration naturellement, qui doivent retrouver une compétence générale. Ça, c'est comme l'Assemblée nationale. Hein. Article 34, compétence d'attribution, l'Assemblée nationale. Article 37, tout ce qui n'est pas Assemblée nationale, compétence d'attribution, relève des décrets. Décrets pris par le gouvernement. À l'hôpital, c'est pareil. Yes. À l'hôpital, c'est pareil. C'est le directeur qui a le pouvoir de compétence générale et le conseil de surveillance qui a une compétence d'attribution. Il faut tout simplement inverser les choses, comme on le propose pour l'Assemblée nationale. Et donc, les directions d'hôpitaux contrôlées par les conseils d'administration et par le comité d'établissement dont je vous ai parlé tout à l'heure, dotées d'un pouvoir suspensif, d'accord? J'ai oublié de vous dire, nous réclamons aussi la réinstitution des CHSCT, qui ont été liquidés aussi. Hein. Bon. Et les CHSCT qui doivent avoir également un pouvoir suspensif à chaque fois qu'il y a danger grave et imminent. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Bien. Tout ça, il faut le remettre en place et il faut que les directions d'établissement contrôlées par leur conseil d'administration retrouvent leurs compétences qui avaient été mises en place par un décret de 73, c'est-à-dire que ce soit eux qui soient maîtres d'ouvrage, les hôpitaux, et non plus les entreprises dont je vous parlais tout à l'heure, avec les PPP, qui montent eux-mêmes leur plan de financement, lesquels doivent être dégagés des marchés financiers. Et là, Bernard l'a dit, entre 1946
et 1975, les hôpitaux et la sécurité sociale a été capable de financer, grâce aux cotisations sociales, qui avaient pas le même niveau qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, il y a eu la CSG qui a étatisé un certain nombre de choses. Il faut supprimer tout ça. Bon. Eh bien, la sécurité sociale a été capable, alors que la France était en ruine, après 1945, de mettre en place un système hospitalier qui a fait l'admiration du monde. Rappelez-vous, on avait le meilleur système hospitalier, voilà, dans les années 60-70, surtout 70, puisqu'on a renouvelé la quasi-totalité des plateaux techniques et qu'on a mis en place, grâce à la loi Debré, le père Debré, Robert Debré, la fameuse loi hospitalo-universitaire qui créait les CHU. Voilà ce qu'il faut faire pour remettre en place, si vous voulez, un système hospitalier qui retrouve sa compétence et je dirais, ses capacités de soigner la population. Alors, on me dit d'aller vite. Alors, quand on dit ça, oui, mais vous financez ça comment? Alors, 3-4 points. Et j'ai fini. 3-4 points. Comment on finance? Bernard l'a dit. Retour de la sécurité sociale à 100% de remboursement. Mais, naturellement, des taux de cotisation sociale différents. Et surtout en direction du patronat. D'accord? Également, l'institution. Alors, je vous précise tout de suite que là, je vais très vite, mais bientôt, vous aurez un dossier complet sur le site du Pardem, puisque nous avons eu un groupe de travail dont une membre est dans la salle, l'autre est à la gare, je crois, est allé ramener un de nos conférenciers, où nous détaillons toutes les propositions que nous faisons au niveau de la réforme fiscale et au niveau des réformes à mettre en place pour le financement de la sécurité sociale. Donc, nous proposons effectivement l'institution d'un véritable impôt sur la fortune, qui a été supprimé, un véritable impôt sur les revenus, un impôt sur les sociétés et une imposition des patrimoines à partir d'un certain niveau. Et nous proposons également la réelle taxation de la fraude fiscale et de l'optimisation fiscale. Nous avons chiffré ça à peu près 100 milliards d'euros. D'accord? Et encore, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr d'être dans les clous parce que vous savez très bien qu'il y a tout un tas de revenus qu'on n'est pas capable de chiffrer. Tout ce qu'il y a dans les paradis fiscaux et toutes les valeurs refuges. D'accord? Et puis, naturellement, comme on va supprimer le CAC 40 et qu'on va, par conséquent, supprimer la rémunération des actionnaires, c'est en 2021, 60 milliards, hein, les rémunérations d'actionnaires. 60 milliards. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. Et puis, naturellement, ça a déjà été dit, donc j'y reviens pas, la nationalisation des banques, le rétablissement du circuit du Trésor, puisque vous savez que par l'intérieur aussi du circuit du Trésor, là nous avons quelqu'un de compétent qui pourra mieux en parler que moi, l'État participait au financement avec la sécurité sociale par l'intermédiaire de subventions sans intérêt, c'est le propre des subventions, les constructions hospitalières et l'équipement des hôpitaux. Voilà comment on pourrait effectivement financer tout ça. Je pourrais rajouter l'imposition d'une TVA sur les produits de luxe. Je ne sais plus qui c'est qui parlait de TVA cet après-midi ou ce matin. Nous avons prévu également une réforme de la TVA qui naturellement taxe les produits de luxe et diminue les taux pour tous les produits de première nécessité. Voilà. Et dernier point, le paiement immédiat de toutes les dettes patronales à la sécurité sociale. Et Dieu sait s'il y en a.
Dieu sait s'il y a. Bon, alors, je suis incapable de donner un chiffre, mais ça se chiffre par dizaines de milliards d'euros, cette affaire-là, hein. Donc, c'est colossal, hein. Bon. Bon, voilà, en gros, il y a d'autres mesures. Je vous laisserai les découvrir quand on publiera naturellement le dossier complet. Donc, vous voyez que il n'y a aucune difficulté, non seulement à financer les mesures que nous avons prévues pour l'hôpital public, mais toutes les recettes fiscales dont je viens de vous parler serviront aussi à financer toutes les autres mesures que le Pardem proposera sur un certain nombre d'autres fronts. Voilà, je vous remercie. Alors, de mon point de vue, on ne peut quand même pas parler de la sécurité sociale, de la dégradation de l'hôpital public, sans parler de l'Union européenne, sans que je passe pour une obsédée de la chose, mais quand même, c'est toujours très intéressant. Alors, je vais aller très vite parce qu'on a très peu de temps. D'abord, il faut rappeler que l'Union européenne a demandé 63 fois à la France de réduire ses dépenses de santé. 63 fois. Et tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont obtempéré. Alors, c'est à travers une multitude de choses, et notamment les GOPÉ, c'est-à-dire les recommandations faites par l'Union européenne. Quand je dis ça, je ne voudrais pas entendre comme contre-argument le fait que, bah oui, mais c'est les gouvernements qui l'ont bien voulu. Oui, ils l'ont bien voulu. Ils l'ont bien voulu parce qu'ils ont vendu de toute façon la France, notamment en 2008 avec le traité de Lisbonne et le changement de la Constitution et l'intégration du titre 15, c'est qui nous inféode à l'Union européenne. Par ailleurs, je vais vous donner de la nouvelle fraîche quand même. Là, je vais remonter loin. La nouvelle fraîche, c'est deux choses. D'une part, la création de HERA. Le Pardem a déjà écrit des textes là-dessus, qu'il a diffusés. Si vous ne les avez pas lus, je vous conseille vivement de les lire. Qu'est-ce que c'est que HERA du nom de la belle déesse grecque? Eh bien, c'est une structure qui s'appelle en bon français et en bon accent Health Emergency Response Authority, HERA. Sous le faux prétexte, ou sous le prétexte de renforcer la capacité de l'Union européenne à prévoir, détecter et contrer rapidement les prochaines crises sanitaires, c'est dans le texte, la Commission européenne dote sa nouvelle instance de 6 milliards d'euros pour développer, approvisionner, stocker et distribuer des traitements médicaux. Alors évidemment, c'est à la suite de l'affaire du Covid, mais ça va bien plus loin que ça. HERA, en lien avec l'industrie pharmaceutique, sera piloté par un conseil réunissant experts de la Commission et représentants des États. Le Parlement européen devra se contenter, ça c'est nous qui l'écrivons, d'un observateur. Les États dont la santé est une compétence exclusive jusqu'alors devront donner leur feu vert sans que le texte ne soit débattu ni voté par le Parlement européen. Le texte de la Commission européenne propose d'étendre le mandat de l'HERA au-delà des maladies transmissibles pour couvrir aussi les principales maladies non transmissibles, maladies cardiovasculaires et respiratoires, cancer, diabète, maladies mentales. Et ce n'est qu'un début. Commençons le combat, j'ai envie de mettre. En fait, selon la Commission européenne, l'HERA collectera des renseignements enregistrés, renseignements médicaux, et en cas d'urgence, assurera la mise au point, la production et la distribution de médicaments, de vaccins et d'autres contre-mesures médicales. Je ne peux pas dire ça, c'est trop long. La Commission européenne et HERA, prenons la main. L'approvisionnement, le stockage, la distribution des traitements médicaux, nous serons dorénavant dépendants de ces laboratoires partenaires et du bon vouloir de Bruxelles en termes de recherche et de développement. C'est la traduction concrète de la novlangue néolibérale de l'Union, ouvrez les guillemets, l'HERA répondra aux défis du marché et stimulera la capacité industrielle. L'HERA maintiendra un dialogue étroit
avec l'industrie, établira une stratégie à long terme pour la capacité de production et des investissements ciblés et s'attaquera au goulet au goulet d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement pour les contre-mesures médicales. Les activités de l'ERA s'appuieront sur un budget de 6 milliards d'euros provenant de l'actuel cadre financier pluriannuel pour la période 2022-2027. C'est en route l'ERA, hein, c'est fait. Hein. Donc, une partie proviendra du complément Next Generation EU. Le soutien total s'élèvera à près de 30 milliards d'euros pour la prochaine période de financement et même davantage si l'on tient compte des investissements à l'échelon national et dans le secteur privé. Hop, je passe à la suite. Maintenant, on ne peut pas parler de l'Union européenne sans parler des responsables de la Commission. Eh bien, je ne vais pas vous parler de ma préférée, Ursula von der Leyen, parce qu'elle a déjà suffisamment de casquettes, mais du vice-président chargé de la promotion de notre mode de vie européen. Il est chargé de notre mode de vie européen. Il s'appelle Margaritis Chinas. Et qu'est-ce qu'il dit? L'ERA a une mission claire: garantir la disponibilité, l'accès et la distribution de contre-mesures médicales dans l'Union. L'ERA constitue la réponse de l'UE à la fois pour anticiper et pour gérer des situations d'urgence. Elle disposera de l'influence et du budget nécessaires pour collaborer avec l'industrie, les experts médicaux, les chercheurs et nos partenaires mondiaux afin de veiller à ce que des équipements, médicaments et des vaccins essentiels soient rapidement disponibles en cas de besoin. C'est-à-dire là, la messe est totalement dite. Il n'est même pas question de créer une dynamique d'industrialisation du médicament au sein des pays de l'Union. Hein, je ne parle pas de la France. Non, c'est déjà plié. Stella Kyriakides, commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire, elle dit, entre autres, la sécurité sanitaire devient une entreprise collective dans l'Union européenne. L'ERA symbolise le changement d'état d'esprit en matière de politique de santé auquel nous devrions tous nous rallier. Hop, je passe là-dessus. Mais quand on décide de faire un truc comme ça, on vient de l'entendre, il faut du matériau. Et il faut notamment les données de santé des Européens. Bah oui. Alors, là, ça date du 11 octobre. Le Health Data Hub français lance ce mardi à Paris une version test de l'espace européen des données de santé. L'ambition est d'harmoniser la collecte et le partage de ces données devenues cruciales pour la recherche. J'ajoute que l'hébergement sera assuré par l'américain Google. Je vous indique aussi que si vous allez sur le site de la sécurité sociale amélie.fr, vous verrez qu'on vous demande si vous êtes d'accord pour partager, pour ouvrir votre super dossier médical, partager pour aller faciliter l'accès au cas où vous auriez un pépin et machin, et entre les hôpitaux, les gna, etc. Bon, moi j'ai dit non, hein, je vous préviens. Bruxelles s'attaque à la problématique, donc ça c'est un papier qui est sorti le 11 octobre, je ne vais pas tout vous lire, vous inquiétez pas. Bruxelles s'attaque à la problématique du croisement des données de santé entre les pays membres de l'UE. Une démarche prometteuse pour les chercheurs du continent, donc déjà ils mélangent le continent, l'Union européenne, on s'en fout, allons-y ménagères, et les patients qui attendent des résultats de leurs travaux. On attend, hein, on rate le sage. Et il s'agit d'aller vite. Alors qu'un projet de règlement européen est toujours en discussion, un consortium parrainé par la Commission lance ce mardi à Paris le chantier d'une version test d'un espace européen des données de santé. La crise sanitaire, a sans doute accéléré la réflexion, indique Stéphanie Combe, la directrice du Health Data Hub français. La plateforme nationale d'hébergement des données de santé, devenue chef de file des travaux européens
sur le sujet. Issus de 10 pays européens au total, les 16 partenaires de European Health Data Space ont 2 ans pour se mettre d'accord sur des standards techniques et de sécurité afin d'harmoniser partout en Europe et sous le regard des co-législateurs européens la collecte, le partage de données de santé. Par exemple, l'accès aux données de santé requiert une autorisation de la CNIL en France, par exemple, mais en Finlande, il n'y en a pas besoin. Donc voilà, donc ils font le passage. Et la France va évidemment être dans le collimateur, mais enfin, ils vont se débrouiller pour dézinguer la CNIL. Alors, il y a une petite polémique en France, donc on peut avoir de l'espoir. Eh bien, la polémique ne portait que sur l'hébergeur, c'est-à-dire les logiciels, c'est-à-dire Google, mais pas sur le fait que d'un seul coup, on crée cette usine absolument invraisemblable si on le met en parallèle avec ce que je vous ai dit, ERA. Hein. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'a pas le temps, mais je vous invite à lire nos articles que nous publions régulièrement, et notamment sur tout ce qui concerne l'Union européenne, parce que le diable est toujours dans des détails absolument terribles. Et puis, dernière chose, je fais la propagande du livre de Didier Lestrade, qui est un camarade du Pardem, qui est à La Réunion, c'est là où il vit, et qui a sorti 2 bouquins qu'on devait avoir ici, mais c'est Joël qui devait les amener, qui a été frappé par le mal, c'est-à-dire le Covid. Et donc, voilà, il y a des papiers là-bas. Le premier de cette série s'appelle, donc la série s'appelle Résiste. Et pour de nouveaux jours heureux, il y a la série 1, épisode 1, c'est sur crise, dette et mondialisation. Ça vise à s'adresser à un large public pour faciliter, c'est l'éducation populaire. Et le deuxième, c'est gagner la bataille des retraites. Donc voilà, prenez un petit, parce vous pouvez accéder aussi au bouquin en version électronique. On avait discuté avec Joël. Joël en a traité un certain nombre qu'il devait amener ici Ouais. pour aider. Donc, ceux qui sont intéressés, vous y prennent contact avec Joël, puis vous les enverra. D'accord.